Que si tous les partis qui la concernent ont respecté la loi et se sont réinscrits dans le Conseil national électoral. Comme on approche de la fin de cette émission, est-ce que je peux vous interroger sur la position française ? J'ai entendu, comme vous, le président Macron, qu'est-ce qu'on va dire, insulter Maduro, en tout cas le traiter de dictateur, et finalement faire ce qui est très rare dans les relations diplomatiques entre des pays. On ne va pas se mettre à dresser la liste de tous ceux qu'on pourrait qualifier de dictateurs à travers le monde et avec lesquels la France a l'air de parfaitement bien s'entendre. Je dois dire que j'ai été surpris de voir le président Macron aller aussi loin dans la violence verbale, en tout cas à l'égard de ce pays. Comment est-ce que vous comprenez la position française? Est-ce que c'est un risque pour la diplomatie française? Est-ce qu'avec le Venezuela, on peut tout se permettre? Pourquoi Macron, qui est si prudent par rapport à d'autres personnages peu recommandables sur la planète, pourquoi, avec Maduro, a-t-il pris ce type de position? L'ensemble des médias ont annoncé que Maduro empêchait l'opposition de se présenter. Bon, Macron, c'est un type qui est informé aussi en lisant Le Monde ou Libération. Je pense qu'il doit jeter un œil de temps en temps, ou qu'il doit écouter... bon. Et donc, très objectivement, si vous me dites Maduro empêche l'opposition de se présenter, effectivement, on n'est plus dans un régime démocratique. Et comme, malheureusement, moi, je ne suis pas un oiseau rare quand même, mais personne ne prend la peine d'expliquer ce que c'est que la loi électorale vénézuélienne, et qu'en réalité, c'est la droite qui se met elle-même dans la difficulté, et que Maduro ne va pas lui faire de cadeau, compte tenu du contexte. On peut considérer que Macron se trompe. Après, on peut considérer qu'il est retors, et que on ne veut pas fâcher l'Union européenne. Et puis, comme on s'est un peu fâché avec Trump sur le climat, l'accord de Paris, on lui file en échange le Venezuela, parce que c'est intéressant de revenir au cas de Obama, quand il signe un décret faisant du Venezuela une menace exceptionnelle, extraordinaire pour les États-Unis. L'analyse qu'on en a faite, encore qui est juste ou qui n'est pas juste, c'est qu'en fait, c'était pour calmer un peu les républicains et les exciter aux États-Unis en disant, écoutez, je normalise les relations avec Cuba, mais vous voyez, je fais passer un décret sur le Venezuela. Et je pense que Macron, c'est un peu la même chose. Souvenez-vous, le coup d'État en Haïti contre Jean-Bertrand Aristide en 2004. La France a participé directement avec les États-Unis au renversement d'un président qui n'était pas parfait, mais qui ne méritait pas qu'on le renverse. C'était là aussi une réconciliation. C'est-à-dire que 3 ans auparavant, Dominique de Villepin, à l'Assemblée générale des Nations Unies, avait dit non à la guerre en Irak. Et puis il fallait se réconcilier avec Washington, et donc on a filé Haïti. Dernière question. À l'époque de Chavez, je vois bien l'exemple qu'il pouvait représenter pour l'Amérique latine, mais je dirais aussi pour le monde entier. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, n'a jamais caché le fait qu'il considérait qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre pour lui, pour ceux qui étaient à gauche en France, de l'expérience chaviste. Est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose de l'expérience de Maduro qui peut inspirer à travers le monde, et pas seulement en Amérique latine, les progressistes? Non, je veux dire, dans un tel contexte, vous ne pouvez pas mettre en œuvre des mesures progressistes qui pourraient inspirer un pays étranger. Bon, déjà, la révolution, ça ne s'exporte pas, mais encore moins en ce moment. Le Venezuela, c'est un symbole. C'est la raison pour laquelle les États-Unis veulent le faire tomber. C'est le symbole, on va appeler ça, du post-néolibéralisme. C'est pas le socialisme, c'est pas le communisme, c'est pas le castro-chavisme, c'est le post-néolibéralisme. Il est évident que pour les secteurs populaires dans l'ensemble des pays d'Amérique latine, la chute de Maduro serait considérée comme un cataclysme. Je veux dire, l'opposition vénézuélienne et les États-Unis pourraient très bien attendre d'une manière démocratique qu'au bout de 15 ans de pouvoir, il y ait une usure et qu'on gagne démocratiquement. Mais il faut le faire tomber d'une manière violente. Il faut pouvoir dire, les Vénézuéliens se sont soulevés, c'est ce qui s'est passé, c'était le projet en avril-juillet. Les Vénézuéliens se sont soulevés contre Maduro, et il est tombé. C'est les révolutions de couleur, les révolutions de velours, il faut la même chose au Venezuela. Là, il y a une pression énorme sur les représentants de l'opposition qui, en ce moment, en République dominicaine, sont en train de négocier avec le gouvernement. À l'heure où nous parlons... C'est intéressant, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas, finalement, que la droite revienne au pouvoir démocratiquement. Il faut que Maduro tombe, si j'ose dire, dans le sang et la poussière. Pourquoi est-ce qu'on tente d'assassiner moralement Lula au Brésil? On vient de le condamner à 12 ans de prison pour une histoire, aurait dit notre ex-président, abracadabrantesque. C'est parce que Lula aussi, dans son pays, est un symbole. Lula, c'est l'ancien sidérurgiste, l'ancien métallo qui est devenu président et qui a sorti
35 millions de Brésiliens de la pauvreté. En plus, c'était pas un révolutionnaire, Lula. Lui aussi, pour le faire tomber. Lui aussi, c'est un symbole au Brésil. Hein. Donc là, ce qu'on essaie de toucher, c'est la gauche, c'est en son cœur. C'est en son cœur. Il faut casser l'espoir. Il faut casser l'espérance. C'est bon, voilà. C'est pas nouveau. Le Chili, c'était pareil. Le Chili, pourquoi est-ce qu'il fallait faire tomber le Chili? C'est parce qu'on était à un moment où ça risquait d'être contagieux en Amérique latine, mais où ça risquait d'être contagieux en Europe. Souvenez-vous, 73, c'était avant l'union de la gauche. Il y avait des prémices, il y avait des printemps en Europe. Donc il fallait casser l'expérience. Là, ça m'éclaire vraiment un point que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que finalement, je me disais, mais il suffit d'attendre que Maduro tombe tout seul, si j'ose dire, ou que la démocratie fasse son effet, puisqu'il rate à ce point son coup, nous explique-t-on partout. Mais non, effectivement, comme vous l'expliquez, c'est un symbole, et du coup, il y a quelque chose d'un véritable enjeu à le faire tomber de façon violente. Donc il y a une pression énorme des secteurs extrémistes pour que l'opposition ne participe pas à la prochaine présidentielle. C'est ça l'enjeu en ce moment. C'est est-ce que l'opposition participe ou ne participe pas? L'intérêt finalement de Maduro, c'est au contraire qu'elle participe. Ah mais évidemment, et d'une manière assez perverse, il faut le dire, il a avancé l'élection parce qu'il sait que l'opposition en ce moment est en difficulté à les diviser. C'est pas un enfant de cœur non plus. Hein. On s'imagine que c'est quelqu'un qui veut empêcher ses opposants de participer. Il demande que ça là en ce moment. Au contraire, il en a besoin parce que précisément, c'est le moment. Hein. Il ne souhaite pas du tout que ça se passe dans la rue. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. C'était, comme je le souhaitais, un autre son de cloche. Alors on réabordera certainement très bientôt la question du Venezuela. Je le dis à tous les socios qui nous regardent, le mur des socios est là pour que vous nous fassiez vos commentaires, vos remarques, des précisions supplémentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission, un autre sujet qui fâche. Au revoir.